Bonjour chers élèves, on se retrouve une nouvelle fois dans votre chaîne pour parler des sciences de la vie et de la terre. La dernière fois, on avait déjà parlé de l'automatisme cardiaque et des structures qui sont à l'origine de l'automatisme cardiaque. On avait terminé par montrer que le fonctionnement du cœur se faisait de manière réflexe, mais aussi on avait cité tous les éléments qui interviennent dans ce réflexe en passant des récepteurs jusqu'aux effecteurs. Aujourd'hui, on va voir l'adaptation du cœur aux variations de certains paramètres, en particulier la pression artérielle, mais aussi la composition chimique du sang. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec l'adaptation du cœur aux variations de la pression artérielle. D'abord, on va parler de la notion de pression artérielle. Pression artérielle. Donc, qu'est-ce que la pression artérielle? On peut définir la pression artérielle comme étant la force qui permet au sang de circuler à l'intérieur des vaisseaux sanguins. D'accord. Donc, pression artérielle, la force motrice qui assure la circulation du sang à l'intérieur des vaisseaux sanguins. D'accord? On peut aussi ajouter à cela que c'est la résultante, d'accord, entre la force de propulsion, la force avec laquelle le cœur propulse le sang, mais aussi la résistance des vaisseaux sanguins, en particulier la résistance des artères. Mais comme on va revenir sur la pression artérielle quand on fera les régulations, donc dans cette partie, on va seulement introduire cela. D'accord? Et Inch'Allah, la prochaine fois, on va approfondir sur la pression artérielle. On va partir ici dans deux cas, d'accord, qu'on va voir presque tout le temps dans les exercices. Le premier cas, c'est lorsque la pression artérielle augmente. Lorsque la pression artérielle augmente, c'est ce qu'on appelle communément une hypertension. La fréquence cardiaque diminue. Ce qu'on appelle communément une bradycardie. Deuxième constat, c'est lorsque la pression artérielle diminue, ce qu'on appelle une hypotension. La fréquence cardiaque, donc l'activité du cœur augmente. Ce qu'on appelle communément une
tachycardie. Si on regarde bien, on va voir donc une certaine adaptation du cœur face aux variations de la pression artérielle. Donc, en cas d'hypertension, en cas d'augmentation de la pression artérielle, on voit que l'activité du cœur diminue. Et par contre, ici, lorsque la pression artérielle diminue, l'activité du cœur augmente. Maintenant, pour comprendre cela, il nous faut retourner aux informations qu'on avait déjà données la dernière fois. On avait vu que dans le corps, il y avait des structures que l'on appelle des récepteurs qui sont sensibles aux variations de la pression artérielle qu'on avait appelés barorécepteurs. Maintenant, ces barorécepteurs sont en quelque sorte responsables de l'augmentation ou bien de la diminution de l'activité cardiaque. Prenons par exemple le premier cas de figure où on a une augmentation de la pression artérielle. Lorsque la pression artérielle augmente, là au niveau du sinus, et ça aussi, si je ne me trompe pas, on l'avait déjà précisé, il y a au niveau du sinus carotidien et de la crosse aortique des barorécepteurs. Ces récepteurs vont détecter l'augmentation de la pression qu'ils vont transformer en messages nerveux. Ces messages nerveux vont passer par les nerfs sensitifs, en l'occurrence le nerf de Sion et le nerf de Hering, pour aller au niveau du bulbe rachidien. Une fois au niveau du bulbe rachidien, qu'est-ce qui va se passer? On aura deux choses, d'accord, qui seront inverses. Il y aura l'activation du centre cardiomodérateur, donc comme son nom l'indique, cardiomodérateur, donc modérer le cœur, d'accord, donc réduire l'activité du cœur, et une inhibition du centre cardio-accélérateur. Et donc, les informations vont se propager sur le nerf 10 jusqu'à arriver au niveau du cœur. C'est ce qui entraîne le ralentissement du cœur. Maintenant, pour rendre cela plus compréhensible, on va représenter le schéma, d'accord, et là, vous allez voir davantage, d'accord, comment le mécanisme se fait.
Voici l'innervation du cœur et ceci nous permettra de comprendre davantage comment se fait, d'accord, l'adaptation du cœur. Par exemple, ici, en cas d'augmentation de la pression artérielle, si la pression artérielle augmente à ce niveau, elle est détectée par les barorécepteurs qui sont localisés ici. En cas d'augmentation de la pression artérielle, il y a donc l'excitation des barorécepteurs qui sont localisés ici au niveau de la crosse aortique et là au niveau du sinus carotidien. Maintenant, ces récepteurs vont transformer l'augmentation de la pression artérielle en message nerveux. D'accord? Et donc, c'est pour cela qu'on met ici un signe plus et ceci traduit une augmentation, d'accord, de la fréquence des potentiels d'action. C'est bon. Maintenant, ces nerfs étant des nerfs sensitifs vont conduire les informations vers le bulbe rachidien. Maintenant, l'information va d'abord arriver là. C'est ce qu'on appelle la zone de relais. Zone de relais. Et de cette zone partent deux interneurones, d'accord, qui ont des effets antagonistes. Ici, on a un interneurone qui est inhibiteur et là, on a un interneurone qui est excitateur. Et quand la fréquence va augmenter ici au niveau de la transmission, va augmenter ici au niveau du zone de relais, cet interneurone-là sera activé de même que celui-là. Maintenant, quel sera leur effet? L'excitation de l'interneurone inhibiteur, comme son nom l'indique, inhiber, cela veut dire bloquer, d'accord, va entraîner ici l'inhibition du centre cardio-accélérateur bulbaire. Puisque le centre cardio-accélérateur bulbaire est bloqué dans cette partie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas possibilité d'avoir une élévation du rythme cardiaque. Et bloquer le centre cardio-accélérateur bulbaire revient à bloquer ici aussi le centre cardio-accélérateur médulaire. Parce que les deux font partie du système orthosympathique, de même que ces deux nerfs-là. D'accord? Que ce soit le nerf orthosympathique artériolaire ou même le nerf orthosympathique cardiaque. Artériolaire, c'est-à-dire qui est relié au vaisseau sanguin, et cardiaque qui est relié au cœur. Donc, tout ce système-là est bloqué, ce que l'on appelle le système orthosympathique, celui qui est responsable de l'augmentation. Et cet interneurone-là étant excitateur, d'accord, son activation va entraîner celui du nerf vague ou encore du nerf 10. Et c'est ce qui entraîne ici une bradycardie. Et donc, on a ici l'arc réflexe qui explique comment l'augmentation de la pression artérielle, d'accord, entraîne le ralentissement du cœur. D'abord, l'excitation des barorécepteurs, d'accord, les messages nerveux qui vont aller au niveau du bulbe rachidien, inhibition du centre cardio-accélérateur et activation du centre cardio-modérateur. Et l'inhibition du centre cardio-accélérateur bulbaire va entraîner celui du centre cardio-accélérateur médulaire aussi. Donc, ici, partout, on aura un blocage. Moins ici, donc, moins là. Et ici, on aura un plus. D'accord? Maintenant, des fois, tu vois des élèves faire des erreurs et mettre ici un signe moins, alors que là n'est pas sa place. C'est ici qu'on doit avoir le signe moins. C'est l'excitation de l'interneurone inhibiteur qui provoque ici l'inhibition du centre cardio-accélérateur. D'accord? Donc, plus ici, pour dire une augmentation de la fréquence des potentiels d'action, mais moins là pour dire que l'interneurone va bloquer le centre cardio-accélérateur. Donc, en résumé, on va retenir que pour ce mécanisme, on aura ici
l'augmentation de la pression artérielle entraîne l'excitation des barorécepteurs. C'est bon? Et la deuxième information, les barorécepteurs transforment cette perturbation en message nerveux qui sont véhiculés par les nerfs sensitifs. Et là, quand on parle des nerfs sensitifs, on fait allusion aux nerfs de Hering et aux nerfs de Sion. Donc, qui est véhiculé par les nerfs sensitifs jusqu'au bulbe rachidien. Maintenant, une fois dans le bulbe rachidien, comme on avait dit, à ce niveau, il se produit l'excitation du centre cardio-modérateur bulbaire et l'inhibition du centre cardio-accélérateur. C'est bon? Dernière information. Oui, l'activation, c'est la même chose. L'activation du centre cardio-modérateur bulbaire entraîne celle du nerf 10 ou vague, d'où la bradycardie. Donc, en gros, il y a ça à retenir. L'élévation de la pression artérielle va exciter les barorécepteurs qui sont localisés dans le sinus carotidien et dans la crosse aortique. Ces récepteurs vont convertir l'excitation en potentiel d'action et ces potentiels d'action vont cheminer, vont se propager sur les nerfs sensitifs jusqu'au niveau du bulbe rachidien. Au niveau du bulbe rachidien, il y aura l'excitation du centre cardio-modérateur bulbaire et l'inhibition du centre cardio-accélérateur bulbaire. Maintenant, l'inhibition du centre cardio-accélérateur bulbaire va entraîner celui du centre
accélérateurs médulaires, de même que des nerfs orthosympathiques. Et de ce fait, il n'y aura pas possibilité d'avoir une tachycardie. Maintenant, on avait déjà dit qu'au niveau du bulbe rachidien, il y a l'activation du centre cardiomodérateur. Et donc, une fois le centre cardiomodérateur est activé, la fréquence des potentiels d'action va augmenter sur le nerf 10. Et c'est l'augmentation de la fréquence des potentiels d'action sur le nerf 10 qui va entraîner le ralentissement du cœur. D'accord? Et pour la première partie est terminée. On va voir maintenant la deuxième phase. Comment une diminution de la pression artérielle va entraîner l'augmentation de la fréquence cardiaque. Là aussi moins, là moins, ici moins aussi, mais là on aura un plus, une activation de la... Non, on aura un plus, de même que là. Non, ici on aura un moins. Et là, on aura une tachycardie. Et là, on a une diminution de la pression artérielle et une faible excitation des barorécepteurs. L'intensité avec laquelle les barorécepteurs étaient excités va diminuer. Et puisque la force de stimulation diminue ici, là aussi au niveau des nerfs sensitifs, la fréquence des potentiels d'action va diminuer. Et donc la fréquence des potentiels d'action diminue. Arrivé ici au niveau de la zone de relais, l'interneurone sera faiblement excité. D'accord? C'est ce qui fait que ce centre va devenir activé. D'accord? C'est-à-dire l'interneurone ne sera plus en mesure d'inhiber ce centre. Et là aussi, puisque l'interneurone est excitateur et qu'il ne transmet plus correctement les informations aussi ne pourront plus circuler normalement. Donc, les signes moins traduisent une diminution de la fréquence des potentiels d'action. Et là, donc, le système parasympathique étant inhibé, on ne peut pas avoir une bradycardie. On ne peut pas avoir une diminution de la fréquence cardiaque. Et donc, ici, c'est le système accélérateur qui est activé. D'accord? Bon, comme dans la vraie vie, hein, d'accord? Quand on a un système d'accélération et un système de freinage, on ne peut pas activer les deux en même temps. Quand l'un est activé, l'autre est bloqué. D'accord? Et ici, ça fonctionne de la même façon. Donc, rapidement, on va noter cela. La diminution de la pression artérielle entraîne une faible excitation des barorécepteurs sino-aortique. Quand on lit ici sino-aortique, cela veut dire les barorécepteurs qui sont localisés dans le sinus carotidien et dans la crosse aortique. Et ceci aura pour conséquence la diminution de la fréquence des potentiels d'action.
diminution de la fréquence des potentiels d'action. Sur les nerfs de Sion et de Eric. Au niveau du bulbe rachidien, il y aura l'inhibition du centre cardiomodérateur bulbaire et l'activation du centre cardio-accélérateur bulbaire. Maintenant, là, quand on parle de l'activation du centre cardio-accélérateur bulbaire, en réalité, c'est une levée de l'inhibition. C'est une levée du blocage. C'est parce qu'il n'y a plus de blocage que le centre cardio-accélérateur bulbaire devient activé. Maintenant, ceci stipule quoi? Que le centre est capable de se dépolariser tout seul. Mais, puisque en permanence le sang circule ici au niveau de la carotide, d'accord, il y a excitation des barorécepteurs qui sont localisés dans la crosse aortique et dans le sinus carotidien. Donc, cet interneurone-là fonctionne en permanence. Et ceci dit donc que cet interneurone réalise en permanence une inhibition sur le centre cardio-accélérateur. Et en cas de baisse de la pression, puisque l'intensité de l'information va diminuer ici, l'interneurone ne sera plus en mesure de faire l'inhibition qu'il réalisait auparavant. Et donc, c'est la levée donc, de l'inhibition exercée par l'interneurone qui entraîne ici l'activation du centre cardio-accélérateur bulbaire. Et une fois le centre cardio-accélérateur bulbaire est activé, automatiquement le centre cardio-accélérateur médulaire l'est aussi. De même que les nerfs orthosympathiques. C'est ce qui entraîne ici une tachycardie. Tachycardie, c'est-à-dire une augmentation de l'activité du cœur. On va terminer par ça. L'activation du centre cardio-accélérateur bulbaire entraîne celle du centre cardio-accélérateur médulaire, puis celle du nerf orthosympathique cardiaque, d'où la tachycardie. Et donc, ceci dit, si l'élève a le schéma en tête, tout devient simple. Là, il n'y a que deux possibilités. Si la pression augmente, les barorécepteurs seront excités et l'activité du cœur va diminuer. Deuxième possibilité, la pression diminue, les barorécepteurs sont faiblement excités, donc le système orthosympathique est activé et l'activité du cœur augmente.
Et donc, c'est fini pour l'adaptation du cœur aux variations de la pression artérielle. On va passer maintenant à l'adaptation du cœur aux variations de la composition chimique du sang. On a donc terminé de parler de l'adaptation du cœur face aux variations de la pression artérielle. On va parler de l'adaptation du cœur suite aux variations de la composition chimique du sang. Dans cette partie, on va s'intéresser fondamentalement à deux cas. D'abord, en cas d'activité physique et en cas d'asphyxie. D'abord, pour le cas de l'activité physique. Lors de l'effort physique, l'organisme produit une importante quantité de CO2, comme on l'a vu avec l'activité du muscle squelettique, mais aussi ça produit des acides, en particulier l'acide lactique. Donc là, quand il y a ici une production de CO2, le CO2 va se combiner avec l'eau, d'accord? Ceci va donner l'acide carbonique, H2CO3. D'accord? Mais l'acide carbonique, qui est un acide faible, ne va pas rester sous cette forme. Il va se transformer en bicarbonate. Donc H++ HCO3-. Donc, quand on dit que lors de l'effort physique, il y a une augmentation de la concentration de CO2, ça revient à dire que lors de l'effort physique, il y a augmentation de la concentration de H+. D'accord? Et donc, ici, on sait que pH égale moins la concentration de H+. Ceci veut dire quoi? Que si la concentration du milieu en H+ diminue, le pH va augmenter, ou encore si la concentration en H+ augmente, le pH diminue. Donc, lors de l'activité physique, en plus de la production de l'acide lactique qui contribue à rendre le milieu acide, il y a la production de CO2, et donc cette production de CO2 contribue aussi à rendre le milieu acide. Donc, dire que lors de l'effort physique, il y a une augmentation de la concentration de CO2 revient à dire que il y a une augmentation de l'acidité du milieu. Et ceci va exciter ce que l'on appelle les chémorécepteurs, qui sont d'autres types de récepteurs, qui sont différents des barorécepteurs. Le même cas, on l'a en cas d'asphyxie. En cas d'asphyxie, c'est-à-dire quand on empêche une personne de respirer. Là aussi, même chose, la concentration de CO2 va augmenter. Et comme on avait dit, d'accord, s'il y a une augmentation de CO2, donc il y aura une augmentation de la concentration de H+, et donc de ce fait, le pH va diminuer. Et dans les deux cas de figure, d'accord, dans les deux cas de figure, les chémorécepteurs seront excités et ceci aura pour conséquence une augmentation du rythme du cœur, d'accord, une augmentation de l'activité cardiaque. Donc on va dire lors de l'effort physique, d'accord, ou encore lors d'une asphyxie, l'activité du cœur augmente. D'accord, ce qu'on appelle communément, on a une tachycardie. Et pour expliquer cela, pour expliquer comment l'activité physique, en l'occurrence, donc l'augmentation de la concentration de CO2, conduit à une tachycardie, on va devoir retourner au schéma de l'innervation cardiaque. Alors, ici, on se retrouve à peu près avec le même schéma que celui qu'on avait, d'accord, avec la régulation de la pression artérielle.
À la différence ici, comme on a dit, on a des récepteurs qui seront localisés là et là, qu'on appelle des chémorécepteurs. Chémorécepteurs ou encore chimiorécepteurs, c'est la même chose. Donc, lors de l'effort physique ou même en cas d'asphyxie, la concentration de CO2 va augmenter. Et donc, l'augmentation de la concentration de CO2 va exciter les chémorécepteurs et la fréquence des potentiels d'action va augmenter sur les nerfs sensitifs. Donc, sur le nerf de Hering et sur le nerf de Sion. Et de ce fait, arrivé ici au niveau de la zone de relais, cet interneurone-là sera excité. De même que celui-là. Mais pour ce circuit, il y a une différence, d'accord, fondamentale par rapport à l'autre schéma. Pour le schéma qu'on avait fait avec l'adaptation du cœur aux variations de la pression artérielle, l'interneurone inhibiteur était localisé ici. Mais pour ce schéma, l'interneurone inhibiteur se localise ici. C'est comme avec l'innervation réciproque de muscles antagonistes et le réflexe myosiatique inverse. Donc, il y a un changement de la localisation de l'interneurone inhibiteur. Et de ce fait, l'activation de cet interneurone excitateur va entraîner celui du centre bulbaire cardio-accélérateur, d'accord, de même que celui du centre bulbaire médulaire cardio-accélérateur. Et donc, là aussi, au niveau du nerf orthosympathique, la fréquence des potentiels d'action va augmenter, ce qui va conduire dans cette partie, d'accord, à une tachycardie. Donc, à une augmentation de l'activité du cœur. Maintenant, ici, on aura une inhibition. D'accord? Comme ce que j'avais dit. Ces deux systèmes sont antagonistes. Ils ne peuvent pas être activés en même temps. Donc, ici, il y a augmentation de la fréquence des potentiels d'action sur les deux nerfs sensitifs, mais il y a activation du centre cardio-accélérateur et inhibition du centre cardio-modérateur. C'est ce qui explique, par exemple, quand on fait l'éducation physique, EPS, l'activité du cœur augmente, ça ne diminue pas. D'accord? Et comme j'ai l'habitude de dire, on ne doit pas confondre ce circuit avec celui, d'accord, de l'adaptation à la pression artérielle. Parce que là-bas, s'il y a l'excitation des barorécepteurs, encore une fois, des barorécepteurs, la fréquence des potentiels d'action augmente ici, et là, on aura un ralentissement du cœur. Mais ici, il y a l'augmentation de la composition chimique du sang, d'accord? Donc, l'augmentation de la concentration de CO2, et ceci excite les chémorécepteurs ou encore chimiorécepteurs. Et donc, ici, l'augmentation de la fréquence des potentiels d'action sur les nerfs sensitifs entraîne l'activation du centre cardio-accélérateur et l'inhibition du centre cardio-modérateur. Et donc, une fois ce centre est activé, celui le sera, de même que le nerf orthosympathique. C'est ce qui conduit à une tachycardie. Et la connaissance de cette partie, elle est importante pour comprendre les mécanismes de régulation. D'accord? Bon, rapidement, donc pour terminer, d'accord, juste un bref rappel. Ici, cette tachycardie est accompagnée par une augmentation du rythme respiratoire. Et là, le rythme respiratoire augmente pour permettre d'évacuer l'excès de CO2. D'accord? Donc, pour renouveler les réserves. Éliminer l'excès de CO2 et éliminer l'excès de CO2, mais aussi augmenter la concentration de dioxygène. Donc, le mode sport. Merci. En quelque sorte. Et on va résumer ça, d'accord, pour terminer. Lors de
l'effort physique il y a une augmentation de la concentration du CO2. D'accord? Premier cas. Et l'augmentation de la concentration du CO2 va exciter les chémorécepteurs. Donc, l'excitation des chémorécepteurs ou chimiorécepteurs. L'excitation des chémorécepteurs et l'augmentation de la fréquence des potentiels d'action sur les nerfs de Sion et de L. L'activation des nerfs sensitifs. Et là, quand on dit les nerfs sensitifs, on fait allusion aux nerfs de Sion et de Erie. Provoque au niveau du bulbe rachidien l'excitation du centre cardio-accélérateur bulbaire et l'inhibition du centre cardio-modérateur bulbaire. Dernière information, l'activation du centre cardio-accélérateur bulbaire entraîne celle du centre cardio-accélérateur médulaire, qu'on appelle centre cardio-accélérateur médulaire, puis celle du nerf orthosympathique cardiaque. D'accord? Et donc, ce qui conduit à la tachycardie. Et donc, on va terminer le cours sur cette partie, donc l'adaptation du cœur, d'accord, aux variations de la composition chimique du sang. Et
ces deux parties sont très importantes parce qu'elles vont nous permettre de comprendre comment se fait la régulation, d'accord, de la pression artérielle. Et donc, Inch'Allah, dans notre prochain cours, on va parler des mécanismes de régulation de la pression artérielle, en l'occurrence la régulation nerveuse, la régulation hormonale et la régulation neuro-hormonale. Donc, sur ce, on se dit la prochaine fois, Inch'Allah.